Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Une route bitumée relie désormais les villes d'Odiéné et de Gbéléban. La route longue de 73 km a été inaugurée hier par le président Alassane Ouattara. À l'occasion de sa visite dans le Nord, les travaux ont coûté plus de 38 milliards de francs CFA. 230 journalistes et correspondants régionaux sont en formation dans la ville historique de Grand Bassam et à Yamoussoukro. Ils renforcent leur capacité éditoriale et rédactionnelle en cette période électorale. Les hommes des médias ont été invités à tremper leurs plumes dans l'encre de la paix. La question de l'emploi des jeunes préoccupe aussi les autorités. Le ministre Mamadou Touré, accompagné de la secrétaire d'État Miss Belmondo Dogo et des élus de la région du Sud Koumoué, a échangé avec les jeunes sur l'entrepreneuriat et la cohésion sociale. Au Mali, 20 personnes ont été enlevées cette semaine à Farabougou, dans le centre du pays. Il s'agit pour la plupart d'anonymes dont la prise d'otage est moins médiatisée que celle d'étrangers ou des personnalités de premier plan. Plusieurs nationaux sont encore aux mains des djihadistes. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par le nord de la Côte d'Ivoire où le président de la République était en visite. Il a inauguré des infrastructures dans différentes localités. Je vous conduis sur l'axe routier Odiéné-Gbéléban. Cette voie, longue de 73 km, a été réhabilitée. Les travaux ont coûté plus de 38 milliards de francs CFA. Mama Traoré. Bitumer l'axe Odiéné-Gbéléban. Cette promesse faite par le chef de l'État en 2015 est désormais une réalité. Toute la population est contente et nous disons merci à notre fils, merci à notre frère, merci à notre neveu. Avant, nous faisions 4 heures de temps. Aujourd'hui, pour 45 minutes, nous sommes à Gbéléban. Nous lui disons merci. C'est un sentiment de joie, de fierté en tant qu'acteur du secteur du transport routier. Tout le district du Denguélé va donc ressentir l'impact économique de ces échanges entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Les travaux ont consisté à créer une chaussée de 2 voies. Chacune mesure 3,5 mètres de largeur. Le chantier, quant à lui, a généré plus de 300 emplois. C'est une route de 73 km qui a été réalisée aujourd'hui pour un coût d'environ 38 milliards de francs CFA. Le BNED s'est assuré que l'entreprise qui a été sélectionnée pour réaliser les travaux a respecté le cahier des charges qui lui a été donné. Donc nous avons une couche de 5 cm de béton bitumineux qui a été calculée en fonction du trafic qui a été observé sur ce tronçon et nous sommes confiants quant à la durabilité de la route. C'est sur cette nouvelle voie que le chef de l'État a rallié Gbéléban depuis Odiéné. Dès son arrivée, il a procédé à la mise en service officielle de l'ouvrage. Cette route est importante. Quand je suis venu en 2015, je crois, pour inaugurer le pont qui relie Gbéléban à la frontière guinéenne, j'avais promis de réaliser cette route. Et donc maintenant, c'est chose faite. J'en suis heureux parce qu'avant, il fallait 4 heures pour aller d'Odiéné à Gbéléban. Et aujourd'hui, il faut 45 minutes. Certains le font même à moins de cela. Donc ça a eu des créations d'emplois et maintenant c'est une belle voie, je l'ai pratiquée moi-même. Elle permet donc d'aller jusqu'en Guinée. Donc je suis très fier. C'est un des projets auxquels je tenais le plus. Et je suis heureux de l'avoir réalisé pendant ce mandat. Érigé en commune en mai 2018, Gbéléban est aujourd'hui devenu une cité coquette avec ses nombreuses rues bitumées. Ce département de la région du Kabadougou bénéficie également d'une voie de contournement qui permet aux automobilistes de rallier plus aisément la frontière ivoiro-guinéenne située à 4 km de Gbéléban. L'axe Kanaolo-Fekese-Dougou présente aussi un nouveau visage. La route réhabilitée a été inaugurée par le président Ouattara. C'est donc la fin du calvaire pour les populations qui voyageront aisément sur cette voie longue de 95 km. Viviane Aimé. À Fekese-Dougou, tout comme à Korogo, le président de la République, Alassane Ouattara, est parmi les siens. Fils du Tchologo par des liens multiséculaires. C'est d'ailleurs cette reconnaissance qui explique le choix des populations de son frère Birahima Ouattara comme président
du conseil régional du Tchologo. Le vendredi, en fin d'après-midi, après avoir reçu à Korogo tous les chefs coutumiers de la région des Savanes, au nombre desquels ceux de Ferkessédougou, pour un échange privé, le président de la République, Alassane Ouattara, devait se rendre dans la journée de ce samedi 10 octobre à Ferkessédougou pour l'inauguration de la route Kanawolo-Ferkessédougou qui vient d'être réhabilitée. Les populations sont sorties nombreuses pour manifester leur joie d'accueillir le président Alassane Ouattara, fils du Tchologo, et pour lui signifier leur reconnaissance pour cet acte de développement. Ceux qui connaissaient cette route il y a, disons, une dizaine d'années savent le travail qui a été accompli. Et on ne peut que remercier le chef de l'État pour avoir pensé à nos régions, pour avoir donc mis à la disposition de tous les Ivoiriens cette belle route. Cette route dessert autant évidemment la Côte d'Ivoire que le Burkina, le Mali, le Niger. Donc il est évident que c'est un instrument de taille pour le transport des biens et des personnes. Voilà. Donc ça participera de la vie économique de la nation. Donc c'est à saluer à plus d'un titre. Ce tronçon de route Kanawolo-Ferkessédougou, réhabilité et qui est inauguré ce samedi 10 octobre, est un acte important posé par le gouvernement, quand on sait l'importance de cette infrastructure routière pour l'économie nationale. En effet, les camions de bétail venant du Burkina Faso et du Mali et qui approvisionnent la Côte d'Ivoire passent par l'axe Kanawolo-Ferkessédougou pour arriver à Bouaké et partant atteindre le sud du pays, Abidjan. L'axe Kanawolo-Ferké était dans un état de dégradation très avancé, cette route n'ayant pas été réhabilitée depuis 40 ans. C'est donc un acte majeur posé par le gouvernement sous la conduite du président Alassane Ouattara. Les travaux de réhabilitation avaient été lancés en 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'exécution des travaux a duré 24 mois. Le gouvernement a bénéficié pour ce faire du soutien financier de l'AFD, l'Agence française de développement, dans le cadre du CD2, le contrat de désendettement et de développement. Donc pour toute cette infrastructure importante dans le schéma directeur transport du pays, et donc qui a été financé en deux lots. Un premier lot qui relie Bouaké à Kanawolo et ensuite de Kanawolo ici à Ferké où se tient cette inauguration. Donc ce sont des financements importants qui ont été apportés par la France, par le canal de l'Agence française de développement. Donc un premier lot de 96 milliards de francs CFA et un second, pour le lot qui est inauguré aujourd'hui, de 58 milliards de francs CFA. En plus de la réhabilitation des 95 km de route bitumée entre Kanawolo et Ferké, le projet prévoit aussi le bitumage de plusieurs kilomètres de voiries à l'intérieur de Ferkessédougou et à l'intérieur de Tafiré, la ville voisine. Et la construction dans ces deux villes d'écoles et de centres de santé. Ainsi, mu par la volonté de moderniser la Côte d'Ivoire dans tous ses coins et recoins, le président de la République, Alassane Ouattara, vient encore une fois de relancer l'activité économique nationale par des infrastructures routières de qualité. Dans l'actualité nationale également, la Commission électorale indépendante a publié un communiqué relatif à la distribution des cartes d'électeurs sur le territoire national et à l'étranger. Le contenu de ce communiqué avec Alexis Ouetraogo. La Commission électorale indépendante informe l'ensemble des électeurs, les anciens électeurs et les nouveaux électeurs de 2020, que suite à l'arrêt de la liste électorale le 24 septembre 2020, elle procédera à la distribution des cartes d'électeurs du mercredi 14 octobre au mardi 20 octobre 2020 sur le territoire national et à l'étranger, 18 pays retenus dans tous les lieux de vote. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes. 1. Pour les électeurs inscrits en Côte d'Ivoire, la carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou l'ex-ONI. 2. Pour les électeurs inscrits à l'étranger, la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité. Les centres de retrait seront ouverts tous les jours de la semaine du lundi au vendredi
de 7h30 à 13h, de 14h à 17h30. Nous sommes à J-29 de la présidentielle ivoirienne. Les appels à la paix se multiplient à l'orée de ce scrutin. On s'active à tous les niveaux. 230 journalistes, justement. Les journalistes et les correspondants régionaux sont en formation dans la ville historique de Grand Bassam et à Yamoussoukro. Ils renforcent leurs capacités éditoriales et rédactionnelles. Les hommes des médias ont été tous invités à tremper leurs plumes dans l'encre de la paix. Franck Quadio. Grand Bassam, le rappel des notions d'éthique, de déontologie et de gestion éditoriale en période électorale. La formation est destinée aux journalistes, aux correspondants régionaux et chefs de service. Et Samba Kone, président de l'autorité nationale de la presse ANP, est l'un des formateurs. Dans cette salle, l'un des groupes pédagogiques constituant les 230 journalistes repartis sur différents sites de Grand Bassam et de Yamoussoukro. L'initiative est du Fonds de soutien et de développement de la presse FSDP, soutenu par le groupement des éditeurs de presse GEPSI. Vous avez les secrétaires généraux de rédaction qui sont associés et vous avez donc les chefs de service politiques. Mais à côté de cela, vous avez la presse numérique. Et vous savez que la presse numérique, à ce niveau-là, les fake news vont très vite. Et donc l'accès à l'information par le numérique est plus facile. Et donc nous les avons associés à cette formation pour encore attirer leur attention sur donc, ce moment qui est un moment très sensible. Outiller les acteurs de la presse sur la question de la responsabilité du journaliste et correspondants régionaux face aux défis d'une élection apaisée en 2020, une nécessité selon la tutelle. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a rappelé aux hommes de médias l'importance du secteur. Cette exigence professionnelle est valable plus que jamais. En période électorale, moment de passion et de poisonnement idéologique. Il faut pourtant dépasser son parti, s'inscrire dans une objectivité professionnelle afin d'accorder le même traitement aux différents candidats et à leur programme. Les citoyens ont besoin de vos écrits, de vos images, pour comprendre les enjeux du scrutin et fixer leur choix. Les journalistes entendent s'approprier les acquis de ce renforcement de capacité. Au niveau des journalistes, nous avons compris notre rôle. Nous avons compris aussi que nous ne devons pas tomber dans le jeu des hommes politiques. Nous devons rester professionnels. Nous devons travailler en tenant compte de l'éthique et la déontologie. Une formation de 2 jours pour passer en revue la déontologie et réexaminer l'éthique du métier. L'exercice n'est pas du trop. Notons que le 9 octobre dernier, le groupement des éditeurs de presse a adopté une charte pour des élections apaisées. L'autorité nationale de la presse monte aussi au créneau et appelle à la responsabilité des médias en cette période électorale. En partenariat avec le bureau UNESCO Abidjan, l'ANP forme les journalistes de la presse numérique et imprimée. Les thématiques portent sur les infractions en ligne, les contenus des messages et la modération. Ce séminaire vise à renforcer la crédibilité de l'information véhiculée à travers ces différents supports, nous explique Serge Koléa. Source d'information, infraction en ligne et modération des contenus. C'est le thème de ce séminaire à l'attention des hommes de médias. L'ANP, l'autorité nationale de la presse, entend ainsi mettre à niveau les professionnels de l'information à quelques semaines de la présidentielle du 31 octobre prochain. Nous visons un double objectif, c'est-à-dire que d'une part, la loi fait obligation aux producteurs d'information numérique de disposer en leur sein un modérateur. Et puis, nous pensons qu'il est aussi indispensable pour les promoteurs, aussi bien de la presse numérique que de la presse imprimée, de disposer d'une charte d'utilisation des sources d'information sur le net. Ouais, parce que le net aujourd'hui représente une source d'information immense, c'est vrai, mais en même temps, l'utilisation de ces sources-là doit se faire selon les règles de l'art. Pendant les élections, on demande aux journalistes d'être plus vigilants, parce que c'est une période de passion et il peut y avoir pas mal de manipulations. Le ministère de la Communication et des Médias, par la voix de Jean-Martial Adou, directeur de cabinet, salue ce cadre de formation bien à propos. L'ANP, l'autorité nationale de la presse, dans le cadre de ce séminaire, bénéficie de l'étroite collaboration du bureau UNESCO Abidjan, dirigé par Anne Lemestre. Les acteurs de la presse imprimée et numérique, ainsi que les plateformes de discussion des réseaux sociaux, sont concernés par cette formation.
La question de l'emploi des jeunes préoccupe aussi les autorités. Le ministre Mamadou Touré, accompagné de la secrétaire d'État Miss Belmondogo et des élus de la région du Sud Comoé, a échangé avec les jeunes sur l'entrepreneuriat et la cohésion sociale. Godfrey Okambawa pour le reportage. Face aux jeunes du département de Grand Bassam, le ministre de la Promotion, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a eu des échanges directs et ouverts en ce qui concerne leur insertion socio-professionnelle. Occasion pour les jeunes du département de Grand Bassam de poser des préoccupations et de s'informer sur les actions de développement initiées à leur profit. Nous ne sommes pas prêts pour des violences post-électorales, mais nous sommes plutôt prêts pour entreprendre et gagner notre vie. La guerre ne nous arrangera pas, mais entreprendre et être demain des cadres de notre région, de notre pays, sera notre plus belle histoire. Insistant sur les mesures prises pour rendre effective l'autonomisation des jeunes à travers le programme Agir pour les jeunes, Mamadou Touré, qui avait à ses côtés des élus locaux de la région, rassure en ce qui concerne l'engagement du gouvernement à leur offrir un avenir meilleur. Il a également souhaité que les jeunes ne soient pas un instrument de déstabilisation, mais des partenaires pour le développement. Je note que ces jeunes apprécient les actions menées par le gouvernement, mais attendent encore beaucoup. D'ailleurs, nous avons remis quelques chèques pour Agir 3, pour Bassam. C'était 100 de jeunes qui étaient prévus. Nous allons multiplier ce nombre par 3 pour un financement initial de 50 millions de francs CFA. En accord avec le maire, nous allons passer à 150 millions de francs CFA pour venir en aide donc aux jeunes de Bassam. Le développement de la Côte d'Ivoire passe également par l'autonomisation de la femme, surtout celle vivant en milieu rural, a indiqué Miss Belmondogo, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. À ce jour, plus de 1000 jeunes de Grand Bassam sont formés à des métiers ou bénéficient d'un emploi. Une dizaine d'entre eux a reçu au cours de cette rencontre des chèques allant de 100 à 1 million de francs CFA afin d'exercer des activités génératrices de revenus. On a le travail, la paix, des valeurs à promouvoir. Et justement, la Côte d'Ivoire, notre pays au travail, s'engage au plan sanitaire contre le coronavirus. La lutte s'accentue pour contrer ce virus mortel. On retrousse les manches à tous les niveaux pour venir à bout du coronavirus qui sévit et menace toujours notre santé. Ce lundi 12 octobre, on dénombre un cas confirmé sur 68 échantillons prélevés, 33 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 204 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières, préservant notre santé et celle des autres en appliquant scrupuleusement ces gestes simples, mais ces gestes qui sauvent. Et on continue la sensibilisation pour stopper la propagation du coronavirus dans notre pays. Le point hebdomadaire sur la pandémie a été fait ce lundi. Cette semaine, on a enregistré 272 cas, 349 nouvelles guérisons, 0 décès. Le nombre de contaminations est certes en baisse, mais la vigilance reste de mise, nous rapporte Grace Kanto. Ce point hebdomadaire de la maladie à coronavirus prend en compte les données du lundi 5 au dimanche 11 octobre. 272 nouveaux cas de Covid-19 sur 6 685 prélèvements analysés, soit 4,06% de l'échantillon. 349 nouvelles guérisons portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 19 798, 0 décès notifiés, maintenant le nombre total de décès de Covid-19 notifiés à 120. Soit 0,59% des cas. La létalité reste stable et toujours en dessous de 1%. Aussi, aucun cas de décès lié à la maladie à coronavirus n'a été enregistré depuis 4 semaines. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, tout en saluant les acteurs de la riposte pour ces résultats encourageants, appelle à la préservation des acquis. Limitons tous nos déplacements non essentiels, pratiquons la distanciation sociale, surtout physique, lavons-nous régulièrement les mains à l'eau au savon, utilisons les gels ou solutions hydroalcooliques. Malgré le succès du plan de riposte et des actions gouvernementales, le ministère de la Sécurité invite à la vigilance et fait le point. Dans le ressort de la préfecture de police d'Abidjan, maquis contrôlés, 509, bars et boîtes de nuit contrôlés, 280, restaurants contrôlés, 312, hôtels contrôlés, 255,
soit un total de 1356 établissements visités et contrôlés. Selon le porte-parole de la police, le constat demeure le même, l'inobservation regrettable des mesures sécuritaires et sanitaires. Et la lutte continue pour contrer ce virus. À la faveur de la journée mondiale de la Poste Côte d'Ivoire a voulu marquer l'événement par une opération citoyenne qui s'est traduite par une journée de don de sang des postiers ivoiriens. Le directeur général de la Poste, Isaac Nyamba-Yao, justifie cette action par le fait que la pandémie du coronavirus a causé du tort aux postiers, notamment dans l'exercice de leurs fonctions de livraison. La journée mondiale de la Poste est célébrée tous les ans, précisément le 9 octobre. La journée mondiale de la femme rurale a été célébrée ce lundi à Korogo, capitale de la région du Poro. Plus de 3000 femmes des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué ont pris part à la célébration. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmondogo, a salué le travail des femmes productrices qui ont continué à nourrir les populations malgré la pandémie. Elle les a assurées de la détermination de l'État à continuer d'œuvrer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Elle leur a offert du matériel agricole d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Le prix Amadou Gonklubali de la meilleure coopérative féminine innovatrice a distingué 4 coopératives. Les professionnels du secteur de la bijouterie ont été aussi primés ce week-end, et cela après un renforcement des capacités des formateurs français. Cérémonie suivie pour vous par Patricia Omritia. Ils sont enseignants, formateurs, bijoutiers, professionnels et chefs d'entreprise. Durant 30 jours, ils ont suivi une formation théorique et technologique dans les filières de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie à l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes de Makori. Le projet a été financé par le Fonds de développement de la formation professionnelle pour un coût d'environ 124 millions de francs CFA. On a tenu vraiment à leur donner cette formation pour qu'en allant sur le terrain, puisse avoir un bagage suffisamment lourd pour affronter les vicissitudes de la vie professionnelle. C'est la toute première fois, depuis sa création en 1972, que cette école bénéficie d'un tel renforcement des capacités en théorie et en technologie par des experts français. Plus ils auront des formations comme ça, plus ils auront un niveau élevé et ça servira un peu à toute la bijouterie de Côte d'Ivoire. En joaillerie, en sertissage et en polissage. Vraiment, ça nous a apporté un plus à notre formation de 3 ans que nous avons reçue depuis 2000. Pour la directrice de l'école, cette initiative se veut le point de départ d'une dynamique nouvelle de l'école et de la filière bijouterie. Le conseiller technique, représentant le secrétaire d'État, Brice Kwasi, a exhorté à pérenniser cette activité pour adapter la formation aux besoins des professionnels du secteur. Près de 80 professionnels de la bijouterie ont reçu une formation en sertissage, maquettis, polissage. Donc au terme de cette formation, les bijoutiers seront à même de pouvoir réaliser les bijoux répondant aux normes internationales. Il y a des structures étatiques qui sont chargées d'insérer les jeunes. Nous allons faire appel à ces institutions-là pour les prendre en charge et les accompagner dans l'insertion. Créée en 1972, l'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes est une école qui a pour mission de former des jeunes filles et jeunes hommes au métier de la bijouterie et des métiers annexes. L'école compte 50 apprenants. Ils recevront à leur tour leur attestation de fin de formation dans 5 mois. Le président Alassane Ouattara renforce les moyens de mobilité de la chefferie du Moronou et leur a offert un car. Ce don du chef de l'État à la chefferie du Royaume vient d'être remis par l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Anano Kouadio, Jean Théophile, il est le chef du village d'Agossou et secrétaire général du Royaume du Moronou. Alexis Bouidraogo. Mettre donc la clé. Voilà. La chefferie du royaume du Moronou a demandé lors de la visite d'État dans la région des moyens de mobilité, dont des cars, pour lui permettre de se déplacer facilement dans le cadre de ses activités. Dimanche, répondant à cette doléance, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a remis, au nom du chef de l'État, un premier car. Le don a été reçu par Nanan Kouadio Jean Théophile, chef du village d'Agbossou. Quand le président les a reçus, ils ont fait quelques doléances et parmi ces doléances, il y avait des cars. Et donc le président a bien voulu accepter vraiment prestamment de leur offrir ce car que je leur ai remis ce matin.
quand on nous demande de venir, de partir et qu'il faut toujours aller à la gare, c'est un peu gênant pour les chefs que nous sommes avec les groupes que nous traînons. Nous avons donc demandé un véhicule pour être un peu indépendant des transporteurs. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est un soulagement et c'est une grande satisfaction. Outre cette remise de dons à la chefferie du Moronou, l'inspecteur général d'État a à titre personnel remis au collectif des chefs traditionnels du département de Bongouanou un important lot de matériel composé de bureaux, chaises, réfrigérateurs, ordinateurs pour le siège du collectif des chefs du département de Bongouanou. Les populations du Gontougo, spécialement celles du Boromba et de Penda Boroko, deux sous-préfectures de Bondoukou, ont aussi le sourire. Elles ont reçu de la première dame et d'une personnalité du monde sportif 2 ambulances. Les dons ont été réceptionnés dimanche dernier, nous rapporte Sidonie Davila. Les gestes de la première dame Dominique Ouattara en faveur des populations ne se comptent plus dans le pays. La remise d'une ambulance au centre de santé de la sous-préfecture de Penda Boroko, département de Bondoukou, témoigne de son attachement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour le député Maïzan Kofi Noël, qui a fait le lobbying pour l'obtention de cette ambulance, ce geste de la première dame est à saluer. Infiniment merci à Madame la Première Dame pour cette gratitude, pour cette opportunité qu'elle offre à notre sous-préfecture, mais également avec son époux qui, de jour comme de nuit, se bat pour les populations ivoiriennes. Disponible, sa femme l'est. Et donc je ne peux pas être au dos de cette tribune sans lui dire merci. Les mots me manquent pour lui exprimer ma gratitude. Et je voudrais dire à son représentant, traduisez la gratitude, l'infinie gratitude, j'allais dire, de l'ensemble des populations. Comme Penda Boroko, Boromba, sous-préfecture de Bondoukou, a également reçu son ambulance. Ce don de l'international ivoirien Yaokwasi Gervais, dit Gervigno, au dispensaire de ce village, situé à 2 km du Ghana voisin, vient renforcer le plateau technique de ce centre et contribuer ainsi au développement de la région du Zanzan. Un don réceptionné par le parrain, le secrétaire d'État Siaka Ouattara et Maïzan Kofi Noël, des fils de la région, qui ont témoigné toute leur reconnaissance au donateur Gervigno. Et le programme national d'électrification rurale est en marche dans la région du Boclé. On se rappelle, le chef de l'État avait annoncé l'électrification des villages. Eh bien, dans la sous-préfecture de Sago, c'est une réalité. 5 villages bénéficient du courant électrique depuis le week-end dernier. Sam Kona. Les habitants des villages de Tiazalé, Lehiri Gaudier, Titidou et Babodou, dans la sous-préfecture de Sago, département de Sassandra, n'auront plus besoin des panneaux solaires et autres batteries pour suivre la radio et la télévision. Désormais, ces villages sont connectés au réseau électrique national, grâce au PRONER, Programme national d'électrification rurale, mis en place par le gouvernement. Nous disons merci au président Ouattara pour cette œuvre qu'il nous donne aujourd'hui. Et c'est une date qui sera pour nous gravée dans nos mémoires. Nous le soutenons, nous sommes avec lui. Nous, le peuple gaudien, nous sommes derrière lui. Un coup KO. Alassane, merci. C'est le ministre Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, qui a procédé à la mise sous tension des 5 villages. Quand on dit lumière, là, les gens confondent. La lampe tempête est une lumière, la bougie est une lumière. Mais quand on dit courant, là, ça veut dire l'électricité. Et là, le président Ouattara vient de donner du courant, c'est-à-dire de l'électricité. C'est pourquoi, dès qu'on dit son nom, les gens ajoutent un coup KO. Il va de soi. Et si toute la région est pour le président Ouattara. Avant 2011, le taux d'électrification dans la région du Boclé était de 11%. Aujourd'hui, ce taux est passé à 85%. Depuis quelques mois, des poteaux électriques sont acheminés chaque jour dans des villages. Selon le président du conseil régional, ce taux d'électrification pourrait passer à 95% d'ici la fin de l'année 2020.
Dabranou est aussi éclairé. Les populations de ce village du département de Bétié étaient en fait, leur village vient d'être raccordé au réseau électrique national. En plus de la lumière, le centre de santé a bénéficié de 2 villas pour le logement du personnel médical. Ces dons sont de la fondation Lonassi. Herman Niamien. Après 25 ans d'utilisation de groupes électrogènes pour alimenter les ménages à Abradinou, village du département de Bétié, les populations peuvent désormais passer à une autre phase du développement. Le village vient d'être raccordé au réseau électrique national. Je suis très heureux de voir que mon village est électrifié. Je remercie le président Ouattara pour l'effort qu'il a fait pour nous à Abradinou. Ce sont plus de 267 lampadaires et 2 transforts de 100 kVA d'un coût de près de 598 millions de francs CFA qui ont été posés dans ce village. En plus de la lumière, le centre de santé du village vient d'être doté de 2 villas de 4 pièces chacune pour le logement du personnel médical. Ces 2 villas, qui ont coûté plus de 50 millions de francs CFA, ont été offertes par la fondation Lonassi. La Lonassi œuvre au quotidien à l'amélioration du bien-être de nos populations par des investissements dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de tous les secteurs en vue de faire reculer la pauvreté dans notre pays. En 2 ans de mandat, Abradinou est l'un des grands bénéficiaires des actions de développement du président de la République Alassane Ouattara, selon le président du conseil d'administration de l'AIGF, Pascal Brouaka, par ailleurs cadre du village. D'abord le bac qui est là, que nous avons obtenu en 2014. Et ce bac-là a considérablement atténué notre souffrance. Ensuite, il y a notre centre de santé. Grâce à la première dame, nous avons reçu une ambulance flambant neuve il y a 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes connectés au réseau électrique national. Et puis, au moment où je vous parle, il y a notre collègue de proximité dont la construction a démarré. Des actions de développement, Abradinou en a bénéficié, certes, mais avec la croissance de la population estimée aujourd'hui à plus de 3000 âmes, les populations ont du mal à disposer en permanence d'eau potable. Elles souhaitent donc la construction d'un château d'eau. Elles souhaitent également la construction d'un pont métallique pour désenclaver totalement le village. Distant d'à peine 30 km de Yakassé à Tobrou, en passant sur le fleuve Komoué, les populations sont obligées de faire un long détour d'environ 70 km pendant la saison pluvieuse. Le bac étant à motricité humaine, avec la montée des eaux pendant cette période, les opérateurs sont contraints de stopper la traversée pour éviter des accidents. Dans le cadre du programme de développement du transport routier en Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement, les transporteurs de la région du Hunzi ont reçu 17 véhicules au cours d'une cérémonie à la préfecture de Dimbokro, cérémonie présidée par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Le récit est signé Cheikh Koné. Un grand jour pour les transporteurs et les populations de la région d'Unzi qui bénéficient après d'autres régions d'une dotation de véhicules neufs pour leur permettre de développer leurs activités. J'ai toujours dit que tous les jeux qu'on peut appeler jeux politiques, c'est bien pour faire valoriser ou bien dynamiser la démocratie. Mais nous, c'est les résultats. Et les résultats, on les a toujours vus. C'est pour cela que nous avons toujours dit merci au président de la République. Ces véhicules, 17 au total, sont composés d'un camion de 25 tonnes, de 8 camionnettes de 5 tonnes, de 7 minicars de 27 places et d'un car de 41 places. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental de renouvellement du parc automobile. Il s'agit d'adhérer à un programme qui comporte des étapes. Première étape, il faut être constitué en entreprise. Le dossier est par la suite examiné et lorsqu'il est éligible au programme, il fait l'objet d'attention avec le partenaire technique et financier qui est l'UNACOPEC et le prêt qui suit est mis en place. Le ministre de l'économie et des finances s'est réjoui de l'avancée du programme et a invité les transporteurs à s'impliquer dans sa réussite. Ce que je souhaite véritablement, c'est que ces transporteurs qui bénéficient aujourd'hui de ces cars puissent servir d'exemple pour les autres. Parce qu'en réalité, ce n'est pas des dotations qui ont été faites à des individus, ça a été fait à des structures, des entreprises de transport. Donc moi, je voudrais encourager les transporteurs de la région et au-delà
à se constituer en entreprise pour pouvoir bénéficier justement des facilités qui ont été données par le président de la République qui veut que le secteur se modernise également. Adama Coulibaly a par ailleurs révélé que le président de la République a bien voulu offrir un car aux chefs traditionnels de la région d'Izi afin de faciliter leur déplacement. Rappelons que depuis le début de l'opération pilote de ce programme, 832 véhicules ont été acquis par les transporteurs dans plusieurs régions du pays. La phase de généralisation va être couronnée par la construction d'une usine qui produira à terme plus de 2000 véhicules. Sur le terrain politique, le ministre Albert François Michia, par ailleurs coordinateur RHDP de la mobilise la communauté Nzima pour la présidentielle du 31 octobre. Après Dabou et Grand Laou, il était ce week-end à Divo et à San Pedro. Issa Tchonayo. Le ministre François Albert Amichia, coordonnateur RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix et membre du conseil politique mobilise la communauté Nzima. Ainsi, ce week-end, il a rencontré la population de Divo et San Pedro. Le président Alassane Ouattara est l'accomplissement du leader du 21e siècle. Monsieur le ministre, dites au président Alassane Ouattara qu'il a des Amazones ici, qu'il a des directrices de campagne ici pour une victoire éclatante et écrasante. Devant vous, nous nous engageons à faire triompher le président de la République au soir du 31 octobre 2020. Pour le ministre François Amichia, le choix porté sur le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, s'explique par les actions de développement, la stabilité et la paix retrouvées dans le pays. Nous savons comment la position de la Côte d'Ivoire au plan international est importante pour lui. Et nous savons également comment les autres le respectent et pensent qu'avec lui, à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est eux tous qui en profitent dans la sous-région. On ne l'a pas choisi pour se faire plaisir, on l'a choisi parce qu'il est capable de trouver des solutions où il faut. Aujourd'hui, la meilleure façon pour nous de rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly en premier et de dire merci au président Alassane d'avoir accepté à 2-3 mois des élections d'être candidat, c'est de lui permettre d'être élu et d'être bien élu dès le premier tour, le 31 octobre 2020. Bien avant Divo et San Pedro, François Albert Amichia avait déjà rencontré les militants RHDP de Dabou et de Grand Laou avec le même objectif, assurer une victoire éclatante au président Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Prochaine étape de cette visite, Abidjan et Grand Bassam. Les cadres RHDP de la région du Poro se mobilisent aussi. Ils ont doté les différentes sections de la région en important moyen de locomotion pour la campagne qui va bientôt démarrer. On en sait plus avec notre reporter Cheikh Kone. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle, cette donation vient comme une bouffée d'oxygène pour les militants du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, mobilisés dans les villes de Korogo et Sinématiali. Nous remercions les donateurs. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir ces engins pour pouvoir faire une bonne campagne. Et nous souhaitons vraiment que la campagne se passe bien. Ce don est composé de 50 motos pour la section RHDP Korogo et 40 motos, 10 tricycles, un carton de cache-nez et 2 balles de bagne à l'effigie du candidat RHDP pour la section de Sinématiali. Le donateur Kone Brahima Yves, directeur régional de campagne associé RHDP Poro, par ailleurs directeur national de campagne chargé du monde rural, a invité les militants à un engagement sans faille. L'objectif, c'est que le 31 octobre, que tout le monde comprenne la nécessité de sortir pour aller voter massivement pour que le président de la République soit élu à 100%. La campagne pour la présidentielle du 31 octobre prochain s'ouvre ce mercredi à minuit. Et les élections apaisées, c'est l'objectif affiché par tous. 10 000 jeunes célèbrent justement la paix. Ils sont venus des départements d'Adzopé, d'Akoupé, d'Alépé, de Yakassé à Tobrou. Tous ces jeunes font partie donc de la région de la Mé. On en sait plus avec notre reporter Patricia Mouetia.
les jeunes, les femmes des différents campements, des hameaux et des villages ont rempli des cars de transport pour allier le stade Alassane Ouattara d'Azopé. L'objectif est de prendre part à ce grand rassemblement de la paix pour exhorter et sensibiliser les populations de la région de Lamé au message de paix et de développement. Une journée qui vise à sensibiliser les populations aux valeurs de la cohésion sociale et à la culture de la paix pour offrir un environnement favorable à l'épanouissement des jeunes. Il est question de faire une caravane avec tous les leaders de jeunesse que vous voyez. Il y a mon frère Afar Assifijos Assi qui est là. Il y a mon frère Béda du PDCI et autres qui nous ont donné leur accord pour nous accompagner dans cette caravane pour sensibiliser nos jeunes frères, pour éviter de se laisser instrumentaliser par des personnes véreuses et qui vont plutôt porter notre voix dans tous les villages de la région de Lamé. Selon le ministre Patrick Achi, la jeunesse doit se rendre compte de l'urgence de la stabilité et de la paix dans la région de Lamé. Pour parler aux jeunes qui n'ont pas encore compris que leur avenir est dans la paix, dans la stabilité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà le message que nous leur avons donné, la mission que nous leur avons assignée. Ils ont choisi ce jour-là pour dire que eux, ils ne sont pas dans ça, comme on dit communément chez nous. Ils sont calmes, ils sont sereins. Ils savent que les élections du 31 octobre se dérouleront et se dérouleront ici dans le calme, dans la paix et dans la sérénité. Et que chacun ira choisir le candidat qu'il voudra et que le meilleur gagnera. Et qu'ils veulent ici faire la démonstration à toute la Côte d'Ivoire de ce que véritablement le pays a le regard tourné vers l'avenir qui lui donne beaucoup d'espoir. Ce grand rassemblement pour la paix s'est poursuivi avec les prestations de plusieurs artistes. À travers cette journée de la paix, le ministre Patrick Achi entend sensibiliser les populations de la région de Lamé à la pratique de la paix et encourager la jeunesse à cultiver et renforcer un esprit de paix. Et on continue de célébrer la paix dans ce 20. Les communautés dans et ouais, dans le district d'Abidjan sont estimées à plus de 500 000 personnes. Elles viennent justement de s'engager aux côtés du gouverneur Robert Begré-Mambé pour le renforcement de la cohésion sociale. Le reportage est signé Didier Nguessan. Iba Diomandé et Bafélis, respectivement chefs des communautés dans et ouais, se sont engagés à soutenir le candidat du RHDP à l'élection présidentielle, Alassane Ouattara. Les cadres du district des montagnes en font de même. Choisissez le développement, rien que le développement. Donc c'est ce message-là que nous allons apporter aux parents. Nous voulons des élections apaisées. Robert Begré-Mambé prône la force des arguments plutôt que l'argument de la force. Ce qui nous réjouit énormément, c'est la compréhension qu'ils ont du gros travail réalisé par le président Alassane. Et pour les paraphraser, ils ont dit « Nos yeux voient et nos lèvres annoncent ce qui est bon ». Ils s'engagent donc à nos côtés de sorte à ce que nous ayons d'excellents résultats. Au nombre de plus de 500 000 membres à Abidjan, les communautés dans et ouais sont mises en mission sur le terrain. On sensibilise, mais on prie aussi pour la paix. Justement, des hommes de Dieu et des centaines de chrétiens ont prié pour la paix et réaffirmé leur attachement à la préservation d'un climat social apaisé en cette période préélectorale. Cela par la force de la prière. L'opération « Je ne mourrai pas, je vivrai » est le slogan qui nous laisse. Franck Adio. Les drapeaux agités avec ferveur. La salle omnisport du palais des sports de Trècheville pleine, mais l'enjeu est loin d'être sportif. Les chrétiens évangéliques prient pour la paix et la stabilité en cette période électorale. Et nous avons prié pour la nation, nous avons ordonné, de sorte que le démon, qui a l'habitude de sortir chaque 10 ans, fait couler le sang des innocents dans notre nation, nous sommes venus révoquer cela. Donc grande a été notre joie de prier pour notre nation. Je l'ai dit, c'est une responsabilité. Une responsabilité que tous doivent avoir en partage, chrétiens ou non, selon les différents orateurs à la tribune, des prières et supplications, mais aussi des chants et de l'allégresse, car le thème de la rencontre évoque des jours meilleurs. C'était l'opération « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Tu devais te lever pour faire cette confession. Dis « Je ne mourrai pas ». Rassurer tous les habitants de la Côte d'Ivoire pour dire que Jésus est la résurrection et la vie. Alors par conséquent,
nous, les serviteurs de Dieu, nous croyons que durant cette période qui est si sensible, Dieu a sa main sur notre nation. La démarche a le soutien des plus hautes autorités de l'État. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché le conseiller spécial Claude Saï. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de prières, de bénédictions, du soutien de tout le monde pour aller de l'avant, plutôt que de tenir des propos catastrophiques, plutôt que de parler d'apocalypse en Côte d'Ivoire. Mais l'élément fondamental que j'ai tenu à leur dire, c'est qu'ils avaient un certain nombre de préoccupations qui ont été posées. Et le Premier ministre, les ayant posées au président de la République, a marqué son accord sur la plupart des préoccupations posées par ces hommes de Dieu. En venant représenter le Premier ministre, je leur ai dit tout l'amour que le président Alassane Ouattara porte aux protestants évangélistes de Côte d'Ivoire. Donc il aura très bientôt près de 4000 pasteurs qui rencontreront le président de la République afin de lui dire qu'ils sont pour la Côte d'Ivoire et qu'ils joueront leur partition dans la stabilité et la paix que nous recherchons pour ces élections du 31 octobre 2020. D'autres actions de ce mouvement évangélique en faveur de la paix sont à venir. Des évangéliques qui entendent jouer désormais leur rôle d'acteur social sur le long terme. Voilà, je ne mourrai pas, je vivrai, je suis pour la paix, un slogan à promouvoir par tous. On va terminer par le Mali où 20 personnes ont été enlevées cette semaine à Farabougou et dans le centre du pays. Il s'agit pour la plupart d'anonymes dont la prise d'otage est moins médiatisée que celle d'étrangers ou de personnalités de premier plan comme le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé. Plusieurs nationaux et des occidentaux non connus sont encore retenus aux mains des djihadistes. Le sort de la religieuse colombienne Sœur Gloria inquiète de plus en plus. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Marine Cognan. Demain 20h, colloque le Bali. Je vous souhaite la paix, le bonheur, l'amour. Continuons de promouvoir ensemble la cohésion sociale. Très belle soirée.